Salut les terriens. Froid glacial, radiations intenses, pression nulle et bien sûr aucun oxygène à respirer, en gros la mort assurée en quelques secondes. Cet enfer, vous l'aurez peut-être reconnu, c'est celui du vide spatial, de loin l'environnement le plus hostile qui soit pour nos fragiles organismes de mammifères terrestres. Mais en réalité, quelle serait vraiment votre espérance de vie dans le vide de l'espace ? Existe-t-il des gestes qui amélioreraient vos chances d'y survivre assez longtemps pour être secouru ? Le cinéma de science-fiction ne manque pas de scènes de dépressurisation, et d'ailleurs, suivant les réalisateurs, le résultat est assez variable, de l'absence totale d'effet à l'explosion la plus dégoûtante. Pas sûr donc que ces scènes soient d'un grand secours pour répondre à cette question. Mais on en trouve tout de même une ou deux pour lesquelles les auteurs se sont un peu creusé la tête pour nous donner une idée un peu crédible de ce qui pourrait arriver à leur personnage dans cette situation. Alors, combien de temps pourriez-vous survivre au vide et dans quel état ? Que dit le cinéma ? Que dit la science ? C'est parti. Et pour démystifier ce qui est peut-être le plus gros cliché sur le sujet, voilà le film dont les scènes de dépressurisation sont peut-être les plus kitsch et les plus sales de tout le cinéma de science-fiction. Je vous présente Outland, une œuvre quasi oubliée de Peter Hyams et sortie en 1981, avec en tête d'affiche un Sean Connery assez loin de ses décors habituels, qui incarne le Marshal O'Neill en enquêteur taciturne, envoyé enquêter sur 2 morts dans la station minière Conham 27, installée sur Io, la plus hostile des lunes de Jupiter, dont la surface est en permanence labourée par son volcanisme. Un monde de travailleurs forcés dans une boîte de conserve à des millions de kilomètres de la Terre, pas tout à fait l'ambiance grosse rigolade, et histoire d'alléger un peu ça, tout au long du film, plusieurs personnages y finissent dans une décompression au choix d'ascenseur ou de combinaison. Et dans les deux cas, le résultat n'est pas joli, puisque selon le réalisateur Peter Hyams, l'effet le plus spectaculaire du vide, c'est de faire gaiement et généreusement exploser ceux qui s'y retrouvent exposés. Burk. Mais bon, on peut comprendre d'où vient cette idée. Après tout, si on imagine un ballon gonflé d'air qu'on placerait soudain dans le vide, la différence de pression le ferait effectivement gonfler jusqu'à l'éclatement. Alors, pourquoi n'en serait-il pas de même pour un corps humain ? Eh bien, le corps humain n'est pas un ballon plein de gaz. Vous le savez, nous sommes composés à 70% d'eau, auxquelles s'ajoutent quelques matières solides, comme les membranes de nos cellules, nos os, etc. Et nous sommes protégés par une enveloppe qui évite à cette eau de se retrouver directement exposée au vide, notre peau. Une bien meilleure analogie serait donc celle d'un ballon plein d'eau qui se retrouverait dans le vide. Or, l'eau étant un fluide dit incompressible, son volume ne change pas avec la pression, et lorsqu'on place un ballon de baudruche plein uniquement d'eau dans une cloche à vide et qu'on fait baisser progressivement la pression, voilà ce qui se produit. Absolument rien, aucune explosion. Dans le vide, on n'exploserait donc pas comme dans Outland. Ouf, tant mieux, mais que se passerait-il alors ? Une pression nulle n'aurait donc aucun effet sur nous ? Eh bien, l'autre bout du spectre du cinéma de science-fiction, je vous propose de jeter un œil à ce que nous propose Star Wars sur le sujet. Alors non, pas cette scène-là, on passe à la suite, on n'a rien vu, cette scène-là n'existe pas, elle fait vraiment mal à regarder. Ou alors, à la rigueur, il fallait s'arrêter là. C'est vrai quoi, ça aurait fait une bonne fin, mais non, voilà qu'elle se met à voler façon Harry Potter sans balai. Enfin bref, j'ai arrêté de regarder Star Wars depuis ce moment-là. Non, la scène que je voulais vous montrer, c'est celle-là. Vous savez, dans l'Empire contre-attaque, quand Han et Leia se planquent dans ce qu'ils pensent être une grotte, dans un astéroïde, pour échapper à l'Empire. Au bout de quelques minutes, 2 drôles d'oiseaux se pointent et commencent à se ventouser sur le Faucon Millenium, et nos héros sortent donc un simple masque sur le nez pour les faire partir. Alors déjà, commençons par le commencement. Sur un astéroïde de cette taille, il n'y a aucune chance que la gravité soit suffisante pour qu'il s'y trouve une atmosphère. D'ailleurs, George Lucas étant bien d'accord avec ça, il n'en montre aucune quand les vaisseaux volent dehors, il n'y en a donc pas plus dans la grotte qui communique directement avec l'extérieur. Alors, 2 questions. D'abord, s'il n'y a pas d'atmosphère ici, à quoi servent ces fichues ailes de chauve-souris ? Parce que, même en supposant que ces animaux soient capables de vivre dans le vide, sur quoi leurs ailes prennent-elles appui pour voler, hein ? Et d'ailleurs, pourquoi se fatiguer à voler sur un astéroïde qui n'a de toute façon pas une masse suffisante pour générer une gravité significative, si bien que les personnages devraient juste rebondir sur les parois de la grotte comme des billes de flipper. Mais bon, laissons ça de côté pour poser la deuxième question, celle qui nous intéresse aujourd'hui. Puisqu'un humain n'exploserait pas dans l'espace, est-ce qu'il pourrait vraiment s'y balader avec un simple masque à oxygène ? Eh bien, vous vous en doutez, non, sinon Thomas Pesquet et ses copains ne s'encombreraient pas de ce genre de cuirasse de presque 200 kg pour sortir bricoler l'ISS. Et la raison principale est que si nous ne sommes pas des ballons pleins d'air, nous ne sommes pas non plus complètement des ballons pleins d'eau. Car l'expérience du ballon d'eau qui ne gonfle pas suppose qu'il ne se trouve pas d'air à l'intérieur. Or, si Han et Leia portent des masques, c'est pour respirer, et donc pour remplir leurs poumons. Dans ce cas, ce sont ces poumons qui vont jouer le rôle de ballon d'air et vouloir gonfler. D'ailleurs, si on reprend notre expérience du ballon plein d'eau en ayant le malheur de laisser une bulle d'air à l'intérieur avant de faire baisser la pression, le résultat est sans appel, la bulle gonfle et suffit à le faire éclater.
Alors, est-ce qu'un astronaute exposé au vide de l'espace exploserait quand même? Eh bien non, car notre corps est plus solide qu'un simple ballon de baudruche. Par contre, si les astronautes devaient effectivement garder de l'air dans leurs poumons une fois dans le vide, ils s'exposeraient à un mal que les plongeurs connaissent bien, appelé la surpression pulmonaire. Il se produit à peu près la même chose lorsqu'un plongeur remonte vers la surface sans prendre le soin d'expirer. En effet, l'air qu'il a inspiré en profondeur lui a été fourni par son détendeur à la même pression que celle de l'eau dans laquelle il se trouvait, afin de lui permettre de respirer sans effort. Et s'il conserve cet air en bloquant sa respiration pendant qu'il remonte, la pression de l'eau diminuant autour de lui, ses poumons vont avoir tendance à se gonfler comme un ballon dans une cloche à vide. Les conséquences peuvent en être extrêmement graves, rupture de la paroi alvéolaire, décollement du poumon de la plèvre, voire intrusion de l'air sous pression dans les artères jusqu'à notre cerveau, provoquant alors une embolie cérébrale. En bref, sur notre astéroïde, non, il n'est pas possible de respirer avec un simple masque lorsque son corps se trouve dans le vide. Et en fait, la seule façon d'éviter la surpression pulmonaire lors d'une dépressurisation dans l'espace serait d'ouvrir grand la bouche pour laisser sortir absolument tout l'air de votre poitrine. Voilà donc le premier réflexe à avoir dans le vide, et j'espère que vous en souviendrez le jour où ça vous arrivera. Soufflez immédiatement tout l'air de vos poumons, vous n'aurez certes aucune réserve d'oxygène et ne tiendrez pas longtemps en apnée, mais c'est la seule solution pour ne pas détruire définitivement votre appareil respiratoire. J'en profite au passage pour tordre le cou à un autre cliché, celui de l'aspiration irrésistible. Et la scène de dépressurisation la plus répugnante du cinéma est attribuée à Alien Resurrection, la suite du film culte réalisé par Jean-Pierre Jeunet et sorti en 1997. Dans sa séquence finale, et désolé pour ceux qui ne l'ont pas vu, Ripley et le monstre hybride se retrouvent dans une cabine dont le hublot est percé. Pas de chance pour lui, l'alien se retrouve plaqué contre la paroi par l'aspiration, puis petit à petit aspiré à travers le trou dans un grand mixage de tripes façon kebab mayo bien immonde. Mais rassurez-vous, si une fuite dans ce genre se produisait dans la réalité, d'abord le courant d'air n'aurait rien à voir avec le cyclone qu'on voit ici, puisque la différence de pression ne serait que d'une atmosphère entre la cabine et l'extérieur, ce qui revient plus ou moins à ouvrir une vanne dans un réservoir gonflé à 2 bars seulement, ce qui ne représente pas grand chose. On aurait en fait guère plus qu'un courant d'air. Ensuite, même une fois votre peau plaquée contre le trou, il n'y a aucun doute que l'expérience serait douloureuse, quelques vaisseaux sanguins de votre peau éclateraient et il se formerait probablement une vilaine châtaigne accompagnée d'une brûlure douloureuse, mais soyons clairs, vous ne seriez pas aspiré tout entier dans le trou, votre peau est plus solide que ça. En fait, c'est à peu près ce qui est arrivé en 1991 à l'astronaute américain Jay Apt, embarqué à bord de la navette Atlantis pour la mission STS-37. Ce n'est qu'en rentrant de sa seconde sortie extravéhiculaire qu'il réalise qu'il saigne de la main droite, et après un examen de sa combinaison, on constate qu'un renfort interne métallique de son gant en a endommagé le revêtement au point de le trouer. Les capteurs n'ont détecté aucune baisse de pression et lui-même ne s'est rendu compte de rien. Il semble que la peau et le sang coagulé de sa blessure ont fini par boucher provisoirement le trou. Ok, le vide en lui-même ne nous tuerait pas tout de suite, mais ce n'est pas qu'une question de pression, non? Après tout, la température moyenne dans le vide de l'espace n'est que de quelques degrés au-dessus du zéro absolu, et on devrait s'y retrouver congelé en quelques instants. Eh bien, c'est en tout cas le parti pris de Brian De Palma dans son film Mission to Mars, sorti en 2000. Dans cette scène, et encore une fois, désolé pour le spoiler, mais le film a plus de 20 ans, on peut considérer qu'il y a prescription, l'un des personnages préfère se sacrifier plutôt que de laisser ses compagnons risquer leur peau pour essayer de le sauver. Il ouvre donc son casque et, sans exploser cette fois, il se retrouve en 1 seconde congelé comme une lasagne industrielle. Alors est-ce que cette fois, on a une image un peu réaliste de ce qui arriverait vraiment à un astronaute dans le vide ? Eh bien non, toujours pas, parce que certes, si on mesure la température, c'est-à-dire le degré d'agitation des quelques particules de matière qui errent dans l'espace, on trouve des chiffres extrêmement bas, ce qui a tendance à nous faire dire que l'espace est froid, mais en réalité, seule la matière possède une température, et le vide en lui-même n'a aucun effet thermique. Lorsque vous sortez de chez vous en hiver et que vous avez cette sensation de froid, c'est l'effet de l'air qui vous entoure. La très grande majorité de nos échanges thermiques avec notre environnement se font par conduction, c'est-à-dire par transmission d'énergie au contact d'une autre matière, comme l'air froid en hiver ou chaud en été, l'eau d'une piscine ou encore le métal d'un radiateur sur lequel on pose la main. Mais dans l'espace, sans aucune matière autour de vous pour fournir ou absorber cette énergie thermique, il ne se produit aucune conduction, et de ce point de vue, vous vous trouvez même extrêmement bien isolé. Alors certes, vous allez peu à peu vous refroidir par rayonnement, mais à une vitesse beaucoup plus faible. D'ailleurs, et même au contraire, si rien ne vous abrite du soleil, votre face exposée à ces rayons recevra bien plus de rayonnement qu'elle n'en perdra, et notamment des ultraviolets, normalement filtrés en grande partie par la couche d'ozone lorsqu'on se trouve sur notre bonne vieille Terre. Dites-vous aussi que les modules de l'ISS exposés au soleil, sans air pour diffuser le trop plein d'énergie, peuvent monter à des températures de l'ordre de 120 degrés Celsius,
Ainsi, dans l'espace, sans aucune atmosphère pour en atténuer le rayonnement, il est possible que vous souffriez très rapidement de brûlures sévères, façon coup de soleil express. Ok, donc on oublie les explosions et les surgelés instantanés, mais alors quel serait le vrai danger d'une exposition au vide ? Eh bien, on l'a dit, la seule façon de ne pas faire éclater ses poumons, c'est de se débarrasser instantanément de tout l'air qu'ils contiennent, et sans aucun oxygène de réserve, votre cerveau n'aura que quelques dizaines de secondes devant lui avant que vous ne tombiez dans les pommes d'hypoxie, et quelques minutes avant de souffrir de dommages irréversibles. Voilà donc ici le véritable danger qui vous guette, et la durée que vous avez devant vous pour être secouru, c'est-à-dire très peu. C'est ce qui fait, soit dit en passant, toute l'intensité de la scène de 2001 Odyssée de l'espace, dans laquelle Dave, à qui l'ordinateur HAL refuse d'ouvrir les portes du vaisseau, et qui a fait l'erreur de ne pas emporter son casque de combinaison étanche, pneu poumon vide est un exercice bien plus difficile, voire même anxiogène, que son équivalent poumon plein. Mais le manque d'oxygène n'est pas le seul effet du vide, et à vrai dire, vous souffririez à côté de ça d'un certain nombre d'effets plus faibles. On l'a dit, l'eau est incompressible et ne provoque pas d'explosion quand la pression baisse. En revanche, elle va finir par bouillir. Et oui, son point d'ébullition dépend de la température, mais aussi de la pression. Ceux qui ont déjà essayé de faire cuire des pâtes en haute altitude le savent, ça prend plus de temps et le résultat est souvent décevant. Alors pourquoi ça ? Eh bien parce qu'en altitude, la pression atmosphérique est plus faible et du coup la température à laquelle votre eau va bouillir est plus faible aussi. Par exemple, à 4000 mètres, ce qui est à peu près l'altitude de La Paz, la capitale bolivienne, l'eau bout à 86 degrés Celsius au lieu de 100. Résultat, eh bien vos pâtes cuisent mal, et au sommet de l'Everest, on tombe même à 72 degrés Celsius. Heureusement donc qu'il ne s'y trouve pas de restaurant, on risquerait d'être déçu. Dans le vide, l'eau bout donc sans problème aux 37 degrés de température d'un corps humain. C'est d'ailleurs ce qui arrive à l'eau échappée de notre ballon de tout à l'heure. Par conséquent, dans l'espace, tous les fluides non protégés par la barrière de notre peau, ou mal protégés par une membrane trop fine, se mettraient tout simplement à bouillir. Les vaisseaux sanguins les plus exposés auraient alors tendance à éclater, notamment ceux de nos yeux et ceux de nos poumons vidés d'air. Notre propre salive se mettrait elle aussi à bouillir dans notre bouche sans nous brûler, puisqu'elle resterait à température corporelle. Oui, j'en conviens, ça ne paraît pas évident à imaginer à première vue. Mais au fait, on affirme toutes ces choses comme si on en avait déjà fait l'expérience. On est d'accord que ce n'est jamais arrivé à personne ? Alors effectivement, non, aucun astronaute à ce jour ne s'est jamais retrouvé dans la situation désespérée d'une exposition directe au vide de l'espace, comme dans les films qu'on vient de citer, mais il existe quelques personnes qui en ont déjà eu un aperçu assez réaliste. Bon, j'ai déjà cité Jay Apt pour ce qui est d'une fuite de la combinaison et de l'exposition de la peau au vide, et on pourrait aussi bien raconter des histoires de dépressurisation d'avions qui se sont plus ou moins bien terminées, mais dans les deux cas, ces gens n'ont pas été exposés entièrement au vide. Ça a en revanche été le cas de l'ingénieur Jim Leblanc en 1966. Chargé par la NASA de tester un prototype de combinaison spatiale destiné aux sorties extravéhiculaires à la surface de la Lune, il se trouvait dans un caisson étanche dans lequel un vide quasi total avait été fait lorsque le cordon d'alimentation de sa combinaison s'est déconnecté. En 10 secondes seulement, la pression est descendue d'un tiers d'atmosphère à moins d'un centième, et après 14 secondes d'exposition au vide, Jim, qui avait miraculeusement laissé l'air s'échapper de sa poitrine sans dommage, s'est évanoui par manque d'oxygène. La dernière sensation dont il se souvient avant de tomber dans les pommes, c'est celle de sa salive en train de mousser sur sa langue. L'eau exposée au vide s'était bien mise à bouillir à température ambiante. Le caisson, qui prenait normalement une demi-heure à ramener à une atmosphère normale, a été aussitôt pressurisé par ses contrôleurs, et Jim a finalement été exposé au vide un peu moins d'1 minute et demie. Aussitôt la pression redevenue normale, il a retrouvé ses esprits et s'est même relevé sans aide, souffrant seulement d'une douleur aux oreilles due à la repressurisation rapide, un peu comme ce que vous ressentez lorsque vous vous trouvez à bord d'un avion qui descend vers sa destination, mais en infiniment plus violent. Mis à part ça, il n'a souffert d'aucune séquelle de son aventure, il est à ce jour la seule personne connue à avoir été exposée à un vide quasi intégral, et du fait d'un retour rapide à la normale, son histoire s'est plutôt bien terminée. On peut noter au passage que sa situation n'était par contre pas tout à fait celle du vide de l'espace, puisqu'il était à l'abri d'un caisson au sol et non exposé à la fois au froid glacial ambiant et au rayonnement cruel du soleil que l'on évoquait juste avant. À ce stade de la vidéo, je pense que vous avez déjà une idée assez fiable et réaliste surtout des effets désagréables qui attendent un astronaute qui se retrouverait soudain dans le vide, alors je pense qu'il est temps de vous montrer ce qui est probablement la meilleure scène de science-fiction sur le sujet, qui fait parfaitement suite à notre épisode de la semaine dernière sur le réalisme de cette série. J'ai nommé le saut de Naomi Nagata dans la série The Expanse. Dans cette scène, le personnage fait face à un choix cornélien, soit rester prisonnière de l'équipage hostile du vaisseau où elle se trouve, soit s'échapper vers celui qui, vide de tout occupant, s'éloigne lentement à quelques dizaines de mètres de là.
Le souci, vous l'aurez compris, c'est qu'elle ne possède pas de combinaison pour faire le trajet entre les deux, et le choix qu'elle fait, vous vous en doutez aussi, sans quoi je n'aurais pas de raison de vous en parler ici, c'est d'y aller quand même. Mais alors qu'elle ouvre courageusement la porte du sas où elle se trouve, essayons de nous souvenir de tout ce qui vient d'être dit sur les effets du vide de l'espace. Avant que le vide ne se fasse, on remarque que Naomi prend une dernière grande aspiration pour s'alimenter une dernière fois en oxygène avant la grande apnée qui l'attend. Mais elle sait qu'elle ne la gardera pas, et s'ensuit alors le réflexe le plus important pour ne pas souffrir de lésions graves aux poumons. Elle ouvre grand la bouche pour s'assurer de laisser sortir tout l'air qui s'y trouve. Une fois lancée à travers le vide, on remarque qu'elle ne bouge plus. Alors est-ce que c'est parce qu'elle est congelée façon Mission to Mars ? On va voir que non. Par contre, dans la situation d'hypoxie qui est la sienne, chaque mouvement serait une dépense d'énergie inutile, donc elle fait bien de limiter ses mouvements au strict nécessaire. Sur ce plan de face, on remarque d'ailleurs les spasmes respiratoires qu'elle subit, et ceux qui font de l'apnée connaissent cette sensation. Après quelques dizaines de secondes, voire plusieurs minutes sans respirer, ils apprennent à contrôler ce réflexe de la poitrine et du diaphragme qui réclame de l'air. À ce stade de la traversée, vous vous souvenez peut-être que Jim Leblanc avait tourné de l'œil après à peine 15 secondes dans le vide, mais Naomi, qui a prévu son coup, a emporté avec elle une seringue d'hyperoxygénation qu'elle s'injecte à mi-parcours, toujours en dépensant le minimum d'énergie dans son geste. Elle assure ainsi quelques secondes supplémentaires de conscience à son cerveau, c'est très bien pensé dans le scénario. Vous vous souvenez aussi que si un corps humain n'explose pas dans le vide, ses vaisseaux les moins bien protégés seraient à même d'éclater à cause de l'ébullition locale du sang. Voilà donc ce qu'on observe dans ses yeux, et si vous êtes observateur, vous remarquerez que le côté de son visage exposé au soleil commence à se couvrir de brûlures, tandis que l'autre reste relativement épargné. Enfin, lorsqu'elle arrive au sas du vaisseau d'en face, elle utilise les forces qu'elle a économisées pendant le trajet pour l'ultime effort de s'accrocher, d'amortir la vitesse acquise lorsqu'elle s'était lancée, et d'ouvrir enfin la trappe d'accès pour se mettre à l'abri. Vous remarquerez ici que ses mouvements ne sont pas entravés par le gel, en quelques secondes, son corps n'a pas eu le temps de perdre sa chaleur par rayonnement. Finalement, la seule chose vraiment discutable dans cette scène, c'est la précision avec laquelle elle s'était lancée au départ dans la précipitation pour arriver exactement la main sur la poignée du sas de l'autre côté, sachant bien sûr que dans le vide elle n'avait aucun moyen de rectifier le tir pendant le trajet. Mais bon, pour le coup, on va plutôt ranger ça dans la catégorie grand coup de chance plutôt que réelle incohérence physique. Et voilà les terriens, je ne vous en dis pas plus sur le dénouement de l'affaire, ce serait sûrement mal vu par certains, mais je tenais tout de même à partager avec vous ce qui est sûrement la scène de vide spatiale la plus fidèle à nos connaissances actuelles. Chapeau donc encore une fois aux scénaristes et aux réalisateurs de la série, sans doute une de mes préférées, de nous faire partager ces aventures avec un tel souci du détail, c'est un régal. Bon, bien sûr, comme j'ai expliqué dans la vidéo, personne n'a encore vécu ce que vit Naomi dans cette scène, et j'espère que ça n'arrivera pas de sitôt, mais ces quelques secondes ont le mérite de remettre à leur place un certain nombre de clichés sur les vrais dangers du vide. Nous voilà en tout cas arrivés au bout de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et que vous aurez encore appris plein de nouvelles choses avec le journal de l'espace. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce et l'abonnement. Si vous avez en tête des scènes de vide qu'on aurait oubliées et qui vous paraissent intéressantes, eh bien partagez-les nous en commentaire. Quant à moi, je vous dis à très vite pour la suite. Ciao les terriens!